Ah oui, on en a deux. Ah oui, on peut pas là. Bon, c'est pas grave, on aura peut-être plus beaucoup. Bon, donc, je voulais dire, je suis très émue là parce que... oui, mais si, mais c'est vrai, même si j'ai pas l'air, parce que je reçois deux femmes que j'aime énormément. Une est l'éditrice de l'autre, et vraiment, c'est deux des personnes que j'aime le plus. Parce que je les trouve merveilleuses, les deux Laure, je les trouve absolument merveilleuses, chacune dans leur genre. Et donc je suis à la fois très heureuse et très émue de les avoir ensemble ici. Donc je vais passer le micro à l'éditrice, qui va expliquer d'abord sa collection aussi, parce que c'est une nouvelle collection. Laure Murat inaugure cette collection, et c'est une collection dont Laure va s'occuper. Bon, merci Colette de nous accueillir. Effectivement, moi je suis très heureuse d'initier cette collection avec Laure Murat, que j'apprécie et que j'aime et que j'admire depuis très longtemps en tant que lectrice. Je l'ai connue dès ses premières publications. En elle, j'admire la rigueur, l'esprit de recherche, la qualité du comparatisme et le souci d'équilibre, à la fois intellectuel et le souci de la nuance intellectuelle. On vit dans un monde intellectuel en France où tout est noir ou blanc, où les choses sont bien ou pas bien ou nulles. Et Laure Murat, depuis maintenant pas mal d'années, à travers des registres très très différents, a réussi à nous ouvrir l'esprit de manière extrêmement subtile. L'art de la subtilité et de la découverte, aussi bien pour Adrienne Monnier que pour la psychiatrie, que pour Napoléon, que pour des tas de thématiques qui sont très différentes les unes des autres. Et pour la relecture, ce livre magnifique sur la relecture, qui est vraiment un livre très important pour nous tous, nous toutes qui sommes ici et qui communions à cette seule et unique activité qui nous permet d'envisager les lendemains, c'est-à-dire la lecture. Et donc, c'est au cours justement d'une conversation amicale après la publication du livre sur ce que ça signifie relire, que j'ai parlé alors de l'idée de cette nouvelle collection, et je lui ai dit qu'elle me ferait un grand cadeau si on pouvait travailler avec elle. Il se trouve que je travaille chez Stock, et j'ai la chance de travailler chez Stock avec Alice Dandigné, que j'ai connue sous d'autres cieux dans une autre maison d'édition qui s'appelait Flammarion, etc. Et Alice et moi, nous communions dans la même admiration de Laure Murat, donc j'ai pas eu beaucoup besoin de convaincre. Mais par contre, il a fallu convaincre Laure, parce que on voulait ouvrir la collection avec un livre de Laure sur cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que Laure s'intéresse à la question du genre depuis très longtemps, et Laure bénéficie de la double culture et de la double vision, et aussi de cet art du comparatisme qui nous permettait d'entrevoir un débat qui n'est pas simplement un débat de violence, de guerre entre les sexes, ni un moment de l'histoire politique et idéologique du féminisme, qui maintenant a une assez longue histoire, mais c'était quelque chose de plus universel, je crois. C'était essayer de comprendre ce qui se passait à partir du déclenchement de ce qu'on appelait l'affaire Weinstein. Il se passait des tas de choses sur le plan du regard, sur le plan de la considération de l'autre avec un grand A, et il s'agissait de déployer ces thématiques sur un plan intellectuel et évidemment politique, au sens le plus noble du terme. Laure s'est fait un peu prier. Je suis dans un autre projet. Mais j'ai beaucoup de travail. Mais j'ai pas assez de temps. Et puis finalement, elle a cédé. Eh bien, écoutez, je suis vraiment très heureuse de l'avoir harcelée. Je n'en dirai pas plus, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Laure. Moi, je voulais dire que j'étais vraiment très heureuse de faire ce livre. Vraiment très heureuse. Et je suis très heureuse que Laure ait insisté, que Alice ait insisté, et que Maxime, qui est mon éditrice historique chez Flammarion, ait accepté donc cette collaboration et cette coédition entre Flammarion et Stock pour ce livre particulier. Ce livre particulier, il est né aussi des chroniques que je fais à Libération et qui me permet aussi de tester en quelque sorte la validité de certaines hypothèses sur ces différences culturelles entre les États-Unis et la France.
Je suis d'autant plus contente de l'avoir fait, ce livre, même si ça a été difficile, parce que c'était l'affaire Weinstein, comme vous savez, c'est le mois d'octobre. J'ai rendu le manuscrit au mois de juin, donc ça fait très très peu de temps pour écrire un livre qui n'est pas très épais, mais quand même, qui est documenté, on va dire. Pourquoi est-ce que je suis contente? D'abord parce que c'est un grand plaisir de collaborer avec les 3 femmes que je viens de citer, d'une part, mais d'autre part, je me rends compte, avec effroi, que si je n'avais pas accepté, il y aurait eu aujourd'hui un boulevard pour des critiques d'extrême droite nées de la manif pour tous, auxquelles les médias servent la soupe. Et je me rends compte, alors bon, jusqu'à maintenant, je suis plutôt bien traitée par les médias, je ne vais pas me plaindre, mais je remarque aussi qu'on me met systématiquement en face de dinde ou de dinde. Les deux. Ah oui, c'est filmé. Il faut que je fasse attention. Ça va. Et je trouve qu'il y a... Je suis un petit peu désolée du niveau du débat, qui vraiment fait la part très belle à des femmes plus ou moins jeunes qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de partir en guerre contre le mouvement MeToo et mettre une chape de plomb sur ce qui a surgi comme un problème systémique, très grave, et qu'il s'agit de comprendre, d'une part, et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre. C'est un livre à visée très modeste. C'est-à-dire que je veux d'abord identifier le problème et le replacer dans un contexte historique. D'abord, je veux préciser que, j'en fais pas un mystère, j'ai 51 ans, j'aurais jamais pensé que j'aurais vécu ça, personnellement. J'aurais jamais pensé que j'aurais été témoin d'un mouvement comme celui-là. Un ébranlement que je considère très important. Et même, je vais même jusqu'à dire que c'est peut-être la première remise en cause sérieuse, moderne du patriarcat. Parce que si le livre s'appelle « Une révolution sexuelle » avec un point d'interrogation, c'est bien entendu qu'il y a une référence aux années 70 et que peut-être nous entrons dans une deuxième phase dont on ne connaît pas très bien les tenants et les aboutissants, mais qui pourrait être un vrai tremblement de terre. Et que je trouve en plus, alors moi malheureusement je ne suis pas philosophe, mais je trouve philosophiquement très, très, très intéressante. Donc, c'est là où je trouve, je reviens un peu au début de mon intervention, un peu consternant le débat, parce qu'il ne s'agit pas du tout de guerre des sexes, de ceci ou de cela. Il s'agit d'inventer un monde meilleur et de savoir comment vivre ensemble. Ça me paraît quand même plus intéressant. Donc, je crois qu'il faut vraiment, c'est très important, d'appeler le plus de responsables, d'intervenants, et puis de gens concernés aussi, hein, de gens concernés directement, de femmes harcelées, de femmes violées, de femmes, etc. Et essayer, alors trouver des solutions. Après, évidemment, la gravité du problème et surtout l'ampleur du problème, je crois ça, parce que la nature, il y a aussi une chose quand même qui est la preuve que c'est un gros problème. C'est que l'ampleur du mouvement a étonné à peu près tout le monde, mais la nature de la chose n'a étonné aucune femme sur Terre, puisqu'elles savent toutes, depuis l'âge de 5 ans, qu'elles sont des objets sexuels. Bon. Donc ça n'a étonné aucune femme. En revanche, à peu près tous les hommes sont tombés des nues. Il faudrait s'interroger pourquoi ils sont tombés des nues. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne savent rien de la vie des femmes? Ces hommes qui sont mariés ou qui ont une compagne ou qui ont une fille de 15 ans, ils n'ont aucune idée du monde dans lequel elles vivent. Et ça me paraît déjà un élément qui indique la nature du problème. Ce n'est pas le seul, mais ça me paraît déjà un élément important. Donc, non seulement, évidemment, la crainte qu'on peut avoir et que je trouve légitime, c'est que, une brèche s'est ouverte, il ne faudrait pas qu'elle se referme. Ça, c'est déjà la première chose. Mais la deuxième chose que j'observe, alors là, pour le coup, en France, depuis relativement peu de temps, puisque le livre est sorti la semaine dernière. Donc, mes intuitions se fondent sur, disons, 15 jours de discussion avec des journalistes ou avec des gens, etc.
Et il y a, je trouve, une réduction du débat au plus petit dénominateur ce qui appauvrit beaucoup la problématique. Ça, je trouve ça très grave. Les médias ont une responsabilité énorme, d'autant que ce que j'observe dans la société civile est infiniment plus subtil. Quand vous parlez autour de vous, pas nécessairement à des amis, mais même à des gens comme ça que vous rencontrez pour la première fois, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça a eu un impact dans votre famille, dans votre entourage? Et les gens ont beaucoup de choses à dire, y inclut et les hommes aussi. Bon. Donc, et ont des raisonnements qui me semblent beaucoup plus nuancés que ces imbécilités qu'on entend toute la journée. Bon. Donc ça, c'est à mon avis quelque chose qu'il faut prendre en considération. J'aimerais raconter une anecdote qui a l'air sans rapport, mais je pense qu'elle a quand même un rapport. Je suis allée voir cet été la dame qui m'a élevée, elle a 93 ans aujourd'hui, et elle venait de rentrer dans une maison de retraite. Et on a pris un café avec une autre vieille dame qui avait 98 ans et qui m'expliquait qu'il y avait en haut une salle de télévision pour les personnes âgées. Et elle dit, mais on n'y va jamais parce que ces programmes, c'est humiliant. Voilà ce que pensent les gens de la télévision. Ils trouvent que c'est humiliant. Ils trouvent que c'est dégradant, les imbécilités qu'on vous balance toute la journée. Donc je crois que il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. C'est une mauvaise idée. Et il faut réfléchir ensemble. Alors, il y a aussi une autre chose. Je ne veux pas faire de mon intervention une critique exclusive des médias, mais quand même, ça me frappe. On m'explique qu'on me met face à Bérénice Levé ou Eugénie Bastier, allez, balançons, non pas des pauvres, mais des noms, parce qu'il faut entendre la contradiction. Mais ce n'est pas la contradiction. Ce à quoi j'appelle, et je ne dis pas que je le fais mieux que d'autres, c'est à ce qu'on appelle la dialectique. Or, la binarité, ce que font les journalistes, c'est le contraire de la dialectique. Dire, et je crois que c'est un syndrome aussi de l'époque, j'aime, j'aime pas, comme ça, enfin, etc., etc. Donc, voilà, ce que je crois, c'est que on s'en rend compte tous les jours, c'est un mouvement considérable. On voit bien l'impact que ça a aux États-Unis en ce moment avec l'histoire du juge Kavanaugh et le Dr. Ford qui donc l'accuse de tentative de viol en réalité. Donc ça ébranle, et dans la même semaine, je ne sais pas si vous avez suivi, mais les ouvrières qui travaillent chez McDonald's, qui n'ont pas le droit d'être syndiquées, se sont mises en grève, ce qui est historique. Je rappelle que les femmes qui travaillent chez McDonald's sont payées $8 de l'heure et que pour la plupart, elles sont noires, ce qui est aussi une dimension qu'il faudrait peut-être intégrer au débat. Bon. Donc, vous avez McDonald's et vous avez la Cour suprême. Et ça va continuer. Alors, je crois que ça ne m'intéresse pas de critiquer la France systématiquement. Il y a beaucoup de choses que j'aime ici. J'y vis plusieurs mois dans l'année. Mais je trouve qu'il faut se saisir des choses et il faut s'en saisir sérieusement. Moi, ce que je donne dans le livre, c'est des éléments pour débattre. Il y en a plein d'autres, évidemment. Il y a quelques problématiques. Par exemple, la séparation de l'homme et du créateur, etc. Toutes sortes de choses qui sont des choses très rebattues, mais qu'il faut savoir analyser. Et donc, j'attends, en gros, tous ceux qui veulent participer, y inclut les intellectuels, mais pour dire autre chose que ce qu'on entend. Voilà. Il y a eu, dans le mouvement du féminisme, après 68, il y a eu une solidarité entre femmes qui appartenaient toutes à un milieu assez privilégié, qui étaient toutes blanches, et qui, effectivement, ont réussi à créer une dynamique qui, ensuite, un peu, s'est structurée, puis s'est fossilisée, et puis les enfants de ces filles-là, dont je faisais partie, et particulièrement les filles de ces femmes-là, ont dit mais c'est pas la peine d'être féministe puisque de toutes les façons tout a été acquis. Les droits les plus élémentaires ont été acquis par la génération d'avant, donc c'est pas la peine de continuer à combattre. Et là aujourd'hui, il y a eu intellectuellement en anthropologie, notamment en France, Françoise Héritier qui a pensé la domination masculine avec ce masculin féminin 1
ce masculin-féminin 2 et qui nous explique argumentation à l'appui théorique, mais aussi système de parenté. Enfin, c'est une argumentation très, très solide, que la domination masculine était là dès l'origine de l'humanité et que elle a fait domination masculine 2 parce que justement, elle appelait dans les dernières pages de cet ouvrage non seulement à penser la domination masculine, mais à l'éteindre progressivement. Et elle donnait des pistes de réflexion pour essayer de faire basculer dialectiquement cette domination masculine qui fait partie de manière consubstantielle de l'espèce féminine. Et puis, en histoire, évidemment, il y a Michel Perrault, mais il y a aussi toute une zone. Et je pense que cette zone-là, il faut être plusieurs à l'occuper. Laure pose une brique très importante dans un mur qui doit être collectif. Parce qu'avec MeToo, nous avons retrouvé le nous que nous avions perdu à la fin des années 70. Ce nous est revenu. Il est d'autant plus fort qu'il traverse les frontières, il traverse les générations, il traverse les classes sociales. Donc c'est un tsunami de nous. Et donc, dans la discipline intellectuelle, les intellectuels dominants sont plutôt des hommes et des garçons, et les journalistes dominants, y compris des femmes, je ne citerai pas de nom, sont plutôt du côté des hommes et des schémas de domination masculine. Et j'en connais des journalistes femmes que j'admire et que j'aime, qui détestent le mouvement MeToo et qui détestent ce que peut écrire Laure Murat. Pourquoi ? Parce qu'elles me disent « Mais enfin, mais tu t'es fait violer, toi ? Mais enfin, moi, si un homme m'approche, mais je lui balance 3 paires de gifles. Mais c'est qui ces femmes faibles là qui appartiennent au mouvement MeToo ?» Donc il y a tout un travail, je pense, théorique, politique, de déconstruction puis de construction à recomposer. Et je pense qu'effectivement, ça commence à l'âge de 15, 16, 17 ans et que ça doit venir de différents regards. Je pense que des artistes doivent y participer, des plasticiens doivent y participer, des chorégraphes, des danseurs, des danseuses doivent y participer, des cinéastes. Et évidemment, notre regard aussi va se trouver déconstruit parce que nous sommes en train de réouvrir les yeux autrement. Je me souviens, moi, du temps du mouvement féministe. Je crois qu'il y a Anne Garetta quelque part dans la salle. Là, je l'ai vue tout à l'heure. Mais je me souviens on avait tout pris. Toutes les cordes à nos arcs étaient les bons, et y compris la langue. Et je me souviens de Monique Wittig, aujourd'hui complètement méconnue, qui nous avait, pas assez connue. Et tant mieux, qu'elle revienne vite. Mais en tout cas, voilà, la langue, il fallait construire une nouvelle langue. Eh bien, il faut qu'on se construise un nouveau regard, il faut qu'on se construise un nouveau rapport à l'autre, au corps de l'autre, à son propre corps, etc., etc. Et cette révolution, elle est en train de commencer et elle se fera dans le nous et dans le métissage des disciplines. Merci beaucoup. Non, mais non. Enfin, et puis bon, il y a beaucoup de gens ici, outre Anne Garetta, qui s'est beaucoup penchée sur la question du genre et notamment grammatical. Il y a Eliane Viennot qui a écrit un livre sur l'écriture inclusive, qui en a fait sa grande bataille. Il y a Geneviève Cellier qui a un site magnifique qui s'appelle Le genre et l'écran. Si vous voulez en connaître un peu plus sur le sexisme au cinéma, je vous le recommande très vivement. Il y a Elisabeth Lebovici qui est historienne de l'art, qui là en or et long a raconté aussi sur les plasticiens. Il y a Caroline Mécari qui est avocate et qui est une spécialiste des droits de la famille et des gays, de l'adoption, de la PMA, de la GPA, etc. Donc ici, déjà, il y a beaucoup de gens qui peuvent participer à ce débat et qui, d'ailleurs, y participent. Mais je pense que tu as raison, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est pour ça que moi... il y a vraiment très clairement le camp des conservateurs et des conservatrices qui déplorent absolument ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. Et ça me fait quand même penser, à ce qui s'est passé au moment de la libération homosexuelle. Les premiers qui sont sortis du placard, la société civile n'a eu qu'une hâte, c'est de les y remettre. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose de parallèle sur le fait de surtout
quand on est dans la honte, il faut y rester. Et je pense que ce que tu racontes de tes connaissances ou amis, ou etc., qui disent mais comment, une main aux fesses, etc., c'est une œuvre qui, c'est très grave, parce que c'est une œuvre de silenciation au début d'un mouvement de prise de parole. Moi, j'aime bien cette distinction que fait Geneviève Fraisse, qui dit c'est pas la libération de la parole, c'est une prise de parole. Donc les femmes ne sont plus patientes, mais agentes. Et ça, je crois que c'est toujours un signe très, très important. Il faut de la solidarité et il faut de la contradiction. Hein, je ne suis pas du tout en train de dire... Il faut de la dialectique, mais pas cette espèce de binarité qu'on nous sert et qui est dégradante pour le public, je trouve, hein, pour les oreilles du public. Voilà, peut-être que la salle a des questions. Il y a sûrement des questions. Ça, j'imagine qu'il y a des questions. Bah, si, il y a des questions quand même. Moi, j'ai une question. Oui. Encore du mouvement. Attendez, Voilà. Oui, bonjour. On parle du mouvement MeToo et tout, et je voulais savoir si ce mouvement-là, il s'inscrit aussi au niveau des révolutions arabes et des mouvements un peu des femmes qui... parce qu'il y a des mouvements nécessairement. Après, là, par exemple, en Tunisie, on voit qu'il y a l'adoption peut-être de la loi contre l'homosexualité. Oui, c'est une bonne question, très bonne question, oui. Ça, c'est vraiment une très bonne question. Je n'en connais pas suffisamment pour répondre précisément à ça. Mais je crois que votre question, si je la comprends bien, est une conflation entre les différents mouvements révolutionnaires, c'est ça? Enfin, de libération. Oui, dans les mouvements arabes. Oui, j'ai l'impression que c'est un mouvement global, qui est assez global, et qui s'inscrit peut-être voilà, dans une globalité. Alors, c'est possible, mais c'est très difficile à démontrer. Enfin, en tout cas pour moi, à démontrer. Je crois qu'il faut faire attention à deux choses. C'est ce que Elisabeth de Fontenay appelle le comparatisme dévergondé. J'aime beaucoup cette expression. Et une assimilation trop rapide. Moi, j'ai toujours tendance à isoler les choses plutôt qu'à les comparer ou les joindre. Alors, je ne les compare pas, mais c'est une superposition pour moi. Parce qu'il y a eu des révolutions politiques, donc après les révolutions politiques, nécessairement, il y aura des révolutions peut-être culturelles, sexuelles, etc. Bien sûr. Ça bouge. Par exemple, en Tunisie, moi j'ai travaillé sur la Tunisie, je réalise des documentaires, donc je vois que la société civile, etc., il y a des mouvements. Bon, après, il y a deux mouvements, il y a les conservateurs et puis les progressistes, et on voit qu'il y a une bataille entre les deux. Après, il y a des avancées, il y a des reculs. Bon, ça va s'inscrire dans un temps long. La religion aussi. Exactement. Oui. Donc, mais on sent qu'il y a un débat. Et vous avez travaillé avec des femmes en Tunisie sur des mouvements féministes, sur des revendications, sur des choses comme ça? Mon dernier documentaire, c'était plutôt sur des femmes qui sont parties faire mon dernier documentaire, c'était plutôt sur des femmes qui sont parties faire le djihad. Et là, je travaille plus sur des femmes qui tentent de trouver une autre voie, une autre forme de libération sexuelle. Et qui sont là, qui existent, hein, mais qui... Et comment est-ce que c'est accueilli en Tunisie? Il y a toujours ces deux mouvements. Ouais. Comment s'est passé MeToo? Par exemple, on voit qu'il y a une association gay qui existe en Tunisie et qui a été validée sous le gouvernement islamique d'Ennahda, donc qui existe, qui est là. Et là, on voit qu'il y a un grand mouvement où ils veulent enlever la peine de mort, enlever aussi les lois contre l'homosexualité, parce que c'est du pénal. Donc il y a un mouvement important. Alors je ne sais pas si MeToo directement ou indirectement, mais j'ai l'impression que ça s'inscrit dans une... peut-être... Alors, comme je vous ai dit, je ne connais pas le... Il y a Anne qui veut intervenir ensuite. Tu veux intervenir là-dessus, Anne, ou J'aimerais bien intervenir. Oui. Je vais peut-être finir là. Oui, tu finis. Je crois que alors, il y a deux choses que je vois. Moi, une fois de plus, je ne connais pas suffisamment la situation en Tunisie pour en parler. Il y a une femme qui a travaillé sur cette problématique et qui a écrit La révolution sexuelle dans le monde arabe. Oui. Qui a travaillé, qui a fait une enquête. Elle est médecin à la base. Et du coup, elle est partie de là
Non, je crois que politiquement, en effet, on ne peut pas les séparer. Ça je vous accorde. Je pense que, très sincèrement ça. Moi, j'ai étudié la France et les États-Unis. Hein, donc voilà. En revanche, ce que je note, c'est là aussi l'islamophobie en France et le conservatisme. Il y a un chapitre dans un livre de Bérénice Levé qui s'appelle « Le féminisme islamo-gauchiste ». Et donc, la place Tahrir, etc. Il y a eu beaucoup, Cologne, etc. Bon. Et donc, là, il y a des clivages, vous voyez, qui se retrouvent en Europe ou aux États-Unis, qui peuvent, mais vous voyez, de façon tordue et perverse. Pardon ? Elles sont un peu anamorphosées aussi. Exactement. Donc là, il y a en effet des choses qui pourraient être, vous voyez, creusées, analysées. Mais je ne suis pas assez compétente pour répondre vraiment. Merci. Je pense que le problème qui est posé à partir de cette affaire Weinstein, qui est un problème très important par rapport aux femmes, je crois qu'il faut l'élargir, car il me semble que le vrai problème, c'est le problème du pouvoir. Et ce pouvoir, il n'est pas masculin, il n'est pas uniquement masculin, il peut être absolument féminin, et il se rencontre dans une quantité de cas de figure. Et il y a un pouvoir au sens politique du terme, c'est-à-dire il y a des gens qui, par leur tempérament, leur qualité personnelle, exercent un pouvoir sur les autres. C'est ça qu'il faut interroger. Mais ce n'est pas M. Weinstein par rapport aux femmes seulement. C'est le pouvoir. Le pouvoir. Et ce pouvoir, il n'est pas, à mon sens, il n'est pas masculin, il est aussi bien féminin. Nous l'avons rencontré, moi je l'ai rencontré à plusieurs reprises, à partir de femmes, et croyez-moi, ces femmes étaient aussi fortes que des hommes, même je dirais beaucoup plus. Il y a une puissance de la femme qui est équivalente à la puissance de l'homme. Bon, ça peut vous gêner parce que... Non, c'est une vraie question. Ça peut vous gêner parce que... Est-ce qu'elle violait ces femmes? Mais certainement. Mais certainement. Mais certainement. L'innocence de la femme que vous essayez aujourd'hui... Moi, je ne suis pas du tout contre votre démarche. Elle est très intéressante et très importante. Je dis simplement que interrogeons-nous sur le pouvoir au sens beaucoup plus large et sur le pouvoir aussi des femmes. Quand les femmes ont le pouvoir, croyez-moi... Mais quand l'ont-elles? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples J'ai pas envie de vous parler de ma vie privée, mais j'ai rencontré des femmes qui ont exercé sur moi des pouvoirs, et croyez-moi qu'elles étaient très très fortes. Mais c'est hors sujet. Passe le micro à Garetta, s'il te plaît. Le pouvoir comme entité mystique n'est pas quelque chose contre lequel on peut quoi que ce soit. Empiriquement, pratiquement, il se trouve, et même statistiquement, que ce sont plutôt, mais pas toujours, les femmes qui sont l'objet d'une domination exercée plutôt, statistiquement, majoritairement et hégémoniquement par les hommes. Alors, par exemple, dans le cas des révolutions arabes, je ne sais pas si on peut faire un parallèle entre MeToo et les révolutions arabes, mais ce qu'on sait très bien, c'est l'usage de la violence sexuelle pour contrôler et policer les espaces publics. Les espaces publics sont ceux dans lesquels on prend la parole, et dès lors qu'il y a un déchaînement de violence sexuelle, contre les femmes, mais aussi contre les hommes progressistes. Dès lors qu'il y a donc application de la domination dans son caractère le plus grossier, le plus brutal, on a affaire à ce qu'on appelle une contre-révolution. Et les contre-révolutions, après les révolutions arabes, elles ont pris aussi la forme de ce déchaînement de violence sexuelle dans l'espace public, dans les commissariats et de torture. Et ça, c'est absolument partout. Bon.
Donc, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que le pouvoir, ce n'est pas une entité abstraite. Il y a des endroits précis où il s'exerce, il y a des manières précises où il s'exerce sur certains types de corps, en appliquant certains types de contraintes et de violences à certains types de corps, pas tous les corps. Et la mère, par exemple, le pouvoir de la mère sur le corps de son enfant. Moi, je n'ai pas posé de question, mais j'ai pas. Oui, non, moi, c'est pas une question. Non, moi, j'ai parlé du spectacle que j'ai vu hier, donc ça prête quand même les artistes. Hier, je suis allée voir, tu as peut-être vu L'envol des cigognes de Simon Abkarian, qui est un spectacle magnifique. Et justement, lui, il est là-dedans. En fait, ces femmes qui me présentent dans la pièce sont vraiment des femmes qui se libèrent. Et tu as aussi cette femme que les... Bon, on ne sait pas qui c'est une guerre civile, mais enfin, on comprend que ce sont plutôt des islamistes qu'ils ont essayé de détruire en la séquestrant et en la violant tout le temps. Mais finalement, ils ne réussissent pas. J'ai trouvé que les artistes, eux, se sont appropriés. Et ce spectacle, qui n'est pas démonstratif du tout, qui est un magnifique spectacle, il reprend tout à fait ces thèmes. Donc c'était juste ce que je voulais dire et je le conseille vraiment, ce spectacle. Donc, je pense que les artistes... Vous vouliez poser une question ici ? Par contre, moi, je vais retourner ce que je disais tout à l'heure, ce que je te disais. Moi, l'écriture inclusive, je ne suis pas pour du tout. Et tu le sais, Laure le sait. Donc, je te repasse le micro. Je ne suis pas pour la révolution. Pas pour la révolution dans la langue. Bon. Moi, j'aimerais raconter une anecdote à ce propos. C'est que tu pourrais peut-être la raconter, toi, alors. Quand les gens t'ont demandé si c'était écrit en écriture inclusive. Oui, mais moi, je ne me suis pas aperçue que c'était écrit en écriture inclusive. Donc, ça veut dire que ça ne doit pas... Donc, voilà. Donc, c'est effectivement des personnes qui m'ont dit « Il paraît que le livre de Laure Murat est écrit en écriture inclusive. » Je dis « Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ?» Moi, je l'ai vu. Comme quoi, c'est naturel, voilà. C'est vrai. Ben, moi, non, parce que je l'ai engueulé. Je me suis laissée engueuler par Colette. Voilà, c'est la première fois. Hein. Et la dernière, je pense. Oh, oui, j'espère. Non, je crois que ça, c'est un... Alors, j'aurais pu consacrer un chapitre à cette question, mais enfin, je préférais qu'Eliane Viennot nous en parle, parce que c'est quand même la spécialiste. Non, mais je crois que ça fait... Enfin, ça commence dans la langue. Hein. C'est pas Anne-Garetta qui va me contredire là-dessus. Ça commence dans la langue. Et je trouve notamment ces histoires si vous avez suivi un peu le débat sur les accords de proximité, par exemple, me semble tout à fait intéressant et laisse libre les gens de choisir ou le masculin ou le féminin si ça leur chante. Donc il y a pas, je crois pas du tout qu'il y ait contrainte. D'ailleurs, il y a une chose que j'aimerais dire. Maintenant, c'est vraiment quand il n'y a pas d'écriture inclusive que ça commence à me gêner sérieusement. Non, mais c'est marrant comment les choses changent, quoi. Mais dans les journaux, quand je cite un sondage qui est paru une semaine après l'affaire Weinstein, et le titre du Monde, c'était 3 Français sur 4, j'adore ce titre, 3 Français sur 4 ne font pas la différence entre séduction, blague salace et harcèlement. On nous explique que c'est le pays de la galanterie. Hein. 3 sur 4, ils ne font pas la différence. Séduction, harcèlement, blague salace, c'est pareil. Mais après, je me suis dit, mais ces 3 Français, Des hommes ou des femmes ? c'est que des hommes ou des hommes et des femmes? On ne sait pas. On ne sait pas, Colette. C'est moi qui Oui, c'est ça qui va m'engueuler. Mais là, c'était idiot, parce que français, il y a française. Comme disait l'autre, français, française, belge, belge. Non, quand on dit français... C'est français. Ben oui. Tandis que si Oui. tu disais français, point, Oui, mais on comprend, attends, Laure. Là, on commence. Mais alors, Laure. Oui, c'est ça, on C'est s'inquiète des pas. hommes et des femmes qu'ils ont interviewés. Mais non, Colette. Moi, je comprends pas. Il faut appeler la rédaction tout de suite. Jadis. Je comprends pas. Ouais. Enfin, je sais pas. C'est quoi en réalité? On va... Mais c'était des Français. Non, mais c'est les Français. Oui, mais pour l'instant, l'écriture inclusive, bon, il y a
Eliane, ça se passe comment? Ça se passe comment dans les journaux? Est-ce que Le Monde ne l'utilise pas, par exemple? Ah, si. Si, parce que, en fait, comme tu le dis, il y a eu simplification du débat sur l'affaire que tu traites, mais la simplification sur l'affaire de l'écriture a été aussi magistrale. Tout le monde a dit c'est les points. Mais non, c'est pas les points. On peut très bien écrire de manière égalitaire sans montrer le moindre point. Donc c'est donc un débat en fait. Enfin moi j'ai été frappée parce que ça s'est collapsé. Les deux débats en France été complètement en même temps. C'est l'automne dernier, etc. Et j'ai eu l'impression que les personnes qui étaient affolées par l'affaire Weinstein étaient aussi affolées. C'est les mêmes qui ont été affolées. C'est-à-dire qu'on est dans cette révolution dont on parle. Il y a le sol qui se dérobe d'une certaine manière parce qu'on voit des choses ou de manière l'ampleur de la domination masculine se voit aussi bien quand on commence à regarder un texte normal, un texte qui sort d'un article de journal normal. Si on a ces lunettes-là, on voit l'ampleur de la domination du masculin, de même que dans la société, quand on se met à regarder avec des lunettes féministes, on voit l'ampleur de la domination masculine. C'est vraiment deux choses qui sont complètement parallèles et qui n'avaient pas été jusqu'à présent, qui avaient été analysées par les féministes, mais à la marge, c'est-à-dire personne n'avait écouté, personne n'avait entendu. Tandis que là, d'un coup, on a entendu ces deux choses qui ont explosé, ces deux bombes qui ont explosé. Et moi, je suis comme toi, je suis assez optimiste parce que, en fait, il y a eu quand même, même si je crois que ce qui se passe dans les médias c'est une certaine chose, mais dans la société, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que les gens sont très intéressés par les deux débats, par les deux choses. Et de fait, les journalistes sont obligés de suivre. Et certains journaux ont donné des consignes, par exemple Le Monde, de féminiser le système. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai essayé de passer un article, mais on n'a pas voulu. La tribune des Sans-Catherine, comme dit Geneviève Fraisse, la tribune des Sans-Catherine a été, le jour où elle est parue dans Le Monde, il y avait les noms de 5 rédactrices et le nom de 15 premières signataires, soi-disant. Je ne sais pas s'ils avaient fait un tri, bon, peu importe. En tout cas, Le Monde avait féminisé tous leurs titres. N'est-ce pas? Et quand moi j'ai demandé la vraie liste, non, c'est-à-dire elle ne l'était pas. Elle n'était quasiment pas. C'est-à-dire que on était dans une chose complètement traditionnelle, c'est-à-dire que les femmes avaient signé leur nom, pas leur nom, ils bougent pas, mais je veux dire leur qualité dans les activités traditionnelles, c'était au féminin, danseuses, actrices, etc. Et toutes les autres, écrivains, professeurs, conservateurs, etc. Et pour une fois, pardon. Rédacteur, enfin n'importe quoi. Mais pour une fois, et ça, la décision, elle datait de 3-4 jours dans la rédaction du Monde, ils ont décidé de féminiser systématiquement. Sinon, je pense que la volée de Boisvert aurait été encore pire que ce qu'elle a été. Donc on est en train de changer, même si ça ne se voit pas forcément, parce que dans un article, quand c'est écrit mieux qu'avant, plus égalitaire qu'avant, ça ne se voit pas forcément à partir du moment où il n'y a pas un point. Ah oui, mais ça alourdit. Remettez Proust en inclusive. Remets Proust en inclusive. Bravo. Mais c'est pas l'objet. Non, mais c'est l'objet en littérature. En écriture inclusive. Hein. Bah oui, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin d'être. Parce que je trouve que Eliane est... Inclusive, on ne convaincra pas du tout. Attends de venir dîner, Colette, avec moi. On dit assez. Tu n'as pas réussi à me convaincre. Je crois que Eliane soulève un point très important, c'est que ce soit MeToo ou l'écriture inclusive, il y a une... Phoebe, mords-lui les mollets. Il y a ce que proposent ces mouvements-là, et je crois que c'est en cela qu'ils sont révolutionnaires, c'est-à-dire qu'ils sont massifs et spontanés et internationaux. Hein, déjà, ça c'est quand même des paramètres importants. Ce qu'ils offrent, c'est un dessillement sur une situation de fait. Et ils proposent une réforme, et une réforme de la pensée. Et moi, je trouve ça, personnellement, très excitant. Et je n'arrive pas, j'ai même
un peu de mal à penser qu'on veut absolument ne toucher à rien et éventuellement même revenir en arrière. Comme si l'affaire Weinstein n'avait pas existé, comme si les centaines de milliers de femmes ne s'étaient pas levées à travers le monde pour dénoncer une situation inique. Non, mais ça, tu as raison, parce que quand je vois que l'avortement est menacé dans tous les pays, même en France aussi, je trouve, aux États-Unis encore plus, c'est l'enjeu. Oui, là, c'est ça. Ça, je trouve gravissime, ça, et que les jeunes femmes, justement, ne se battent pas. Elles se battent. Les très jeunes, elles sont en première ligne. Mais alors, là, Colette, je pense, elle met le doigt sur quelque chose que je trouve aussi intéressant. Pensez vraiment que c'est à qui à 10 ans. C'est que... Les filles se battent beaucoup et les plus jeunes d'entre nous. Surtout les plus jeunes. Colette met le doigt sur quelque chose que j'entends beaucoup et que je trouve intéressant à déconstruire. C'est qu'on parle beaucoup de hiérarchisation des crimes et des délits ou des problèmes ou des dysfonctionnements. Oui, bon, d'accord, la main aux fesses, mais c'est quand même pas le viol. Mais d'abord, je pense que c'est lié, parce que c'est une culture. Hein, et ça, je crois que c'est très important. C'est une déconsidération. Exactement. Et la langue... L'intégrité. Bien sûr. Et la langue est le véhicule de ça. Donc, il faut faire attention à pas tout déhiérarchiser, c'est ça évidemment, mais il faut bien comprendre que c'est un problème global, systémique. Tout se tient. Tout se tient. Donc pour moi, c'est pas la main aux fesses ou le viol et qu'on va traiter en priorité. Vous savez, c'est comme on dit... dans les années 70, on disait ah oui, mais bon, les femmes, d'accord, mais oui, mais le peuple, c'est plus important. Il y a des femmes dans le peuple, hein. Oui. Ou quand on dit non, mais on va pas s'occuper des artistes, il vaut mieux s'occuper des jeunes. Il y a des jeunes artistes aussi. Donc il faut faire très attention. Et je crois qu'il y a une imbrication de tous ces problèmes c'est très délicat de mettre ça en rapport et de comprendre la structure qui les unit. On peut dire que c'est le patriarcat, on peut dire que c'est la domination masculine, mais je crois que c'est très intéressant de le démontrer. Et je reviens à Geneviève Cellier, à son site Le genre et l'écran, qui, à coup d'analyse très précise de certains films, montre très bien comment ces choses-là sont liées. Je cite un exemple dans le livre que j'adore, qui est, enfin pas le film, hein, c'est l'exemple, c'est César et Rosalie de Claude Sautet. Que... Ça repasse en ce moment. Oui, mais c'est justement là où c'est intéressant, parce que bon, naturel. C'était. Vas-y. Là, je raconte ton exemple. Non mais Geneviève, on va donner la parole à Geneviève. Je vais raconter très rapidement. Je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu César et Rosalie, plus ou moins. Bon, c'est Romy Schneider, Yves Montand et Sami Frey. On ne peut pas faire parler les morts, hein. Ça, c'est pas possible. Donc c'est l'histoire d'une femme qui hésite entre deux hommes, Yves Montand qui est un ferrailleur, un peu hâbleur, comme il est, quoi, et Sami Frey qui est évidemment un beau ténébreux qui revient des États-Unis, qui est un artiste, etc. Bon. Et donc, évidemment, ça a été considéré à l'époque comme le film de la libération des désirs d'une femme libre qui hésite entre deux hommes. Le trio amoureux, c'est quand même la scie de la littérature de l'art français. Hein. Bon. Et on se rend compte, en revoyant le film, enfin, j'en ris, mais c'est vraiment pas drôle. Il se trouve que je fais de temps en temps Los Angeles-Paris, c'est 11 à 12 heures d'avion. Et je n'arrive pas à lire dans l'avion ni à dormir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je regarde des films. Et quand j'ai vu César et Rosalie sur le truc, l'écran, 72, je me suis dit, tiens, ça, c'est pour moi. Toc. Et là, j'ai été sidérée. Parce qu'elle passe son temps à la cuisine. Dis-moi, chérie, tu voudrais pas nous faire du café? Dis-moi, là, tu voudrais pas nous faire de la glace? Ah, bah tiens, va torcher le gosse. Enfin, c'est effrayant. Et quand elle participe à une situation sociale, elle fait la potiche. Mais en revanche, quand elle est invitée par Yves Montand dans un très grand restaurant, ils ont une conversation et elle dit, en faisant danser sa chevelure, ce que je ne peux pas faire, je suis une femme libre, moi.
et elle passe son temps à faire des tâches domestiques. Et je crois qu'il y a vraiment... Et là, alors, je vais être très immodeste et indiscrète. J'ai reçu une lettre magnifique d'Annie Ernaux qui m'a dit, entre autres, pour ce qui est du cinéma, merci de nous ouvrir les yeux sur ce qui pourtant les crève. Je trouve la formule magnifique parce qu'évidemment, quand on voit... une fois qu'on voit, exactement, quand on relit, et ben voilà, tout d'un coup, ça saute aux yeux. Et moi, je fais le pari. Elle part et les deux garçons se retrouvent ensemble. Ce qui est intéressant comme conclusion. Geneviève. Oui, je voulais juste dire une anecdote assez très drôle, justement, pour montrer, malgré tout, l'évolution des mentalités. Là, je parle d'une très vieille tante. Aujourd'hui, évidemment, elle nous disait quand on était adolescente, à ses filles, à moi, que pour les hommes, il faut choisir n'importe qui. S'il est mieux qu'un singe, c'est déjà très bien pour une femme. Non, c'est pour dire qu'on revient quand même tout de très loin. Oui, alors, je voudrais revenir sur l'importance du texte que vous avez écrit pour Libé sur Blow Up. Et en fait, justement, ça fait partie pour moi de ce mouvement. C'est-à-dire que quelque chose contre quoi je me bats depuis des années, qui est l'impossibilité dans le contexte français d'analyser ce dont parlent les films et comment ils en parlent, au profit d'un regard soi-disant esthétique et autoriste qui fait qu'on n'interroge jamais les représentations. Votre article a été comme un pavé dans la mare et je dirais que il nous aide à imposer le droit d'analyser les représentations en termes de domination masculine, de rapports sociaux, etc. Et j'ai vu que, alors qu'au début, je trouvais que le mouvement des actrices était quand même très timide, j'ai vu que sous l'impulsion de Céline Sciamma, Françoise Thyssen a mis en place une possibilité de subvention différenciée pour les films dans lesquels les équipes seraient paritaires, réellement paritaires au poste de décision. Et pour moi, ça, c'est vraiment extrêmement important. Et là, il y a quelque chose qui commence à bouger. Et dans un domaine, dans un champ où c'est particulièrement verrouillé, au nom de l'auteur, du créateur, de la liberté absolue du créateur. Et là, il y a quelque chose qui commence à bouger. Et donc, merci Laure d'avoir écrit ce texte. Oui, mais je pense que maintenant, aucun cinéaste ne ferait des films à la sautée. Non, non. Je pense. Où est-ce que vous vivez? On a les partout. Tout le temps. En l'avion un peu, tu rigoles. Je regarde pas les films dans l'avion, je dors. Moi, je suis pas comme Laure. Dans l'avion, je dors. Je regarde pas. Et je regarde pas. Les films que je vais voir, t'as pas ça dans les films que je vais voir. Mais il n'y en a plus. Il y en a un bon temps. Du coup, on parle des normes. On parle des normes, c'est-à-dire on parle du cinéma que vont voir la plupart des gens. Pas du cinéma d'auteur. Et même le cinéma d'auteur, bien entendu, fonctionne comme ça. Mais ce qui est important, c'est de prendre en compte l'ensemble des films. Et en particulier les films que beaucoup de gens vont voir. C'est pas la peine d'engueuler Colette non plus. Parce que ça pose un vrai problème en tout cas. Il y a des gens il y a des gens. C'est quand l'année 1 de ce que tu es en train de parler. Quand est-ce que ça va, on va dire, ok, il y a un truc, on est passé dans un autre truc. Aujourd'hui, on est passé dans rien du tout, on est dans le même monde. Ah bah voilà, c'est ce que moi je dis la même chose que toi. Donc il y aura des gens qui vont réagir comme Colette, d'autres personnes vont réagir comme oui, je pense que la difficulté de tout ça, c'est ce que Geneviève a dit, c'est d'interroger la norme. Et par définition, la norme, on ne la voit pas puisque c'est la norme. Il faut interroger la publicité, il faut interroger les séries télévisées, il faut interroger, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont des projets là-dessus qui me semblent... Et ça n'a rien à voir avec une œuvre de censure, parce qu'évidemment, on me renvoie toujours à ça. Ça, c'est toujours le truc. De toute façon, quand on critique ce genre de choses, c'est que soit on est premier degré, soit on est pour la censure. Donc on n'a pas d'autre choix de passer que pour un con ou un salaud.
Parce que c'est ça le problème. Or, ce que moi je propose, enfin moi, on est nombreux et nombreuses à proposer ce genre de choses, c'est des analyses. Hein, c'est très simplement des analyses. Et je crois que revoir le cinéma des années 70 est éminemment instructif. Et je ne vois pas pourquoi on se priverait de cette instruction qui, en plus, met le doigt sur ce problème extrêmement difficile, parce que c'est un problème difficile, ça ne se règle pas comme ça, qui lie ce que j'appelle tout simplement l'esthétique et le politique. On ne peut pas dénier aux œuvres d'art d'avoir une dimension politique. Ça me semble extrêmement grave. Évidemment qu'elles ont une dimension politique. Bon, évidemment. Revoir les films de Godard, comme vous l'avez fait. Anne, en plus, il y a une hypocrisie, parce que ces auteurs veulent à la fois dire qu'ils sont importants, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose sur le monde contemporain, mais ils ne veulent pas qu'on examine la substance de leurs options idéologiques. Donc ils veulent le beurre et l'argent du beurre, ils veulent pouvoir dire nous sommes des auteurs et nous avons une traction sur le réel, nous sommes une conscience du monde contemporain, et en même temps ils ne veulent pas qu'on les interroge sur ce qui fait le fond de commerce de leur vision. Donc ils essayent d'avoir les deux en même temps. À un moment, il faut choisir. Ce que je veux dire, c'est que je veux d'abord remercier Colette, qui fait preuve d'une grande ouverture d'esprit. Et vous remercier tous d'être là, de participer et de faire vivre cette révolution sexuelle à laquelle j'aimerais bien qu'on enlève le point d'interrogation. Blanc à côté, et puis dans ceux qui veulent faire dédicacer, ils sont à la caisse. Voilà. Sauf ceux qui ont pris d'abord. Quand tu en as un, toi, c'est pas moi qui sais. T'en auras un signé. Non, ça va pas. Nicolas, tu passes à Vic. Par contre, on a parlé de la puissance des femmes, c'est quand même le titre. Oui, mais en même temps, il a... Mais il m'a appelé hier, je croyais qu'il te connaissait. Ça n'a rien à voir dans notre débat Ben, je vais essayer. Le problème, c'est que je ne suis pas beaucoup là. Ah si, alors. Bien sûr. Tu peux mettre un peu de la norme, tu veux garder. Et les avancer. Il n'y a pas besoin de trucs. Et on s'est fait Caroline. C'est vraiment intéressant. Il est intéressant. Mère Emmanuel, avec qui on s'est parlé, en pleine new-yorkaise. Hélas, c'est le quotidien. Ouais. Dans le genre, c'est un garçon, c'est une fille. C'est très beau. Merci beaucoup, Annabelle. Alors, bon, il a fait. Attends, oui, comme ça. Exactement. Ça peut pas changer. Très, très intéressant.